Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal Ibrahima Traoré. À la une de cette édition, le Mali et la Banque mondiale signent 2 accords de financement et ils concernent 2 projets. D'abord, le projet de résilience urbaine de Bamako et le projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides du Mali. Coût de la convention 188 milliards de francs CFA. Le Mali et le Haut Commissariat pour les réfugiés multiplient des rencontres. Ils travaillent à faciliter le rapatriement volontaire des Maliens réfugiés dans les pays voisins. Jules Sambou-Sissoko nous en dira plus. L'actualité elle est également internationale. 2e jour d'audition de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara. Il nie toute responsabilité dans le massacre de 2009. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, embourbé dans un scandale depuis des mois, est suspendu lui aussi ce mardi à la décision du Parlement d'ouvrir ou non une procédure en vue d'une possible destitution. Le Parlement est réuni depuis midi au Cap Town. À suivre toute l'actualité des sports avec Siragatou Sissé. Il nous parlera essentiellement du mondial Qatar 2022. L'affiche de la première demi-finale Argentine-Croatie qui fait beaucoup saliver. Il nous parlera également du duel France-Maroc. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou fait un grand zoom sur l'association pour les actions concrètes et citoyennes ASCOCI. Rendez-vous en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. D'abord, cérémonie de décoration à la primature hier. Ils sont plus de 70 récipiendaires de différents profils à recevoir des médailles. Reconnaissance du mérite pour ces hommes et femmes pour leur abnégation et loyauté au service de la nation. Le point avec Fousseini Tounkara. Notre pays, à travers la grande chancellerie des ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Gueye, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux du Mali, décortique la symbolique de la remise de médailles, objet de cette rencontre. Le mérite est récompensé, magnifié par une médaille, symbole de la reconnaissance de la nation. La cérémonie de remise de décoration dans l'ordre national du Mali est ainsi devenue une pratique vieille de plusieurs décennies déjà de notre État. Les distinctions décernées à cette cérémonie par la primature au nom du président de la transition sont de 3 sortes. Il s'agit de la médaille d'officier de l'ordre national, dont les 5 premiers récipiendaires sur une vingtaine ont reçu les lettres des mains du chef du gouvernement. Ceux élevés au grade de chevalier de l'ordre national ont été décorés par le directeur de cabinet de la primature. Le 3e lot de travailleurs décorés a été porté au grade du mérite national avec effigie Lion debout, remis par le secrétaire général du gouvernement. Cheikh Oumar Koulibaly, conseiller diplomatique du Premier ministre, porte-parole des bénéficiaires. C'est une grande responsabilité, un contrat moral de se hisser et de demeurer à hauteur de mission. Et nous faisons le serment, Monsieur le Premier ministre, de continuer à servir l'État du Mali avec engagement, avec dévouement, avec professionnalisme. Le Premier ministre chef du gouvernement, pour justifier la tenue de cet instant de portée patriotique, s'est appuyé sur une pensée du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre chef du gouvernement. Président de la transition, chef de l'État, a toujours répété, je cite, « Par la force des choses, nous sommes tous des acteurs de ce Mali nouveau qui se dessine, sur les cendres des erreurs du passé. Nous devons donc être à la hauteur des enjeux actuels afin de mériter de notre chère patrie. Vouloir changer le Mali, c'est changer le Malien lui-même. » Fin de citation. C'est dans ce contexte qu'ont été effectuées les présentes distinctions. Avec l'avènement du Mali-Koura, mesdames et messieurs, fini les déclarations fantaisistes et de complaisance. Mesdames et messieurs,
Vous me permettrez, au nom du président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, le colonel Assimi Goïta, de vous féliciter et de vous exhorter à continuer à servir d'exemple pour ceux d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Une photo de famille pour la postérité et un cocktail offert par la primature ont mis fin à cette journée de reconnaissance du mérite. Plus de 188 milliards 250 millions de francs CFA, c'est le montant total de 2 accords de financement de projets signés hier entre la Banque mondiale et le Mali. Il s'agit du projet de résilience urbaine de Bamako et du projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides du Mali. Nouhoum Sissoko. La signature de ces 2 accords par le ministre de l'Économie et des Finances et la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali consacre d'une part le financement du PRUBA, projet de résilience urbaine de Bamako pour un montant de plus de 168 milliards de francs CFA, et d'autre part le financement additionnel à hauteur de 20 milliards de francs CFA du PEDASAM, projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides du Mali. Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali. Le projet de résilience urbaine de Bamako, PRUBA, a pour objectif d'améliorer la résilience urbaine et les conditions de vie des communautés de Bamako. Ce grand projet améliorera la gestion des déchets solides à travers de la réhabilitation et l'extension des infrastructures nécessaires au rétablissement des fonctions primaires de gestion de déchets. Des usines de traitement de bouées fécales seront construites pour remédier à l'absence actuelle de tout système d'assainissement approprié à Bamako. Les 2 usines auront une capacité journalière totale de 60 mètres cubes, équivalent à 42 tonnes de matière sèche. Quelques 800 blocs de latrines seront construits dans les établissements scolaires publics sélectionnés. Les ménages les plus pauvres situés à proximité de ces établissements bénéficieront également de la construction de 20 000 latrines domestiques. L'objectif du PADSAM est d'améliorer la productivité agricole et de renforcer la résilience des ménages ruraux vivant dans les zones arides ciblées et d'améliorer la capacité du bénéficiaire à répondre efficacement à une crise. Ces accords de financement marquent un regain dans la coopération entre le Mali et l'institution de Bretton Woods, selon la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, Alousseini Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. La coopération entre le Mali et la Banque mondiale a toujours été certes dynamique et assurément emblématique du partenariat stratégique voulu entre les 2 parties. La signature de ces 2 accords de financement et la matérialisation des priorités des plus hautes autorités en adéquation avec le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable pour la période 2019-2023. Ces accords de financement constituent l'aboutissement d'un long processus de travail concerté entre les équipes techniques du gouvernement malien et de la Banque mondiale, à en croire la directrice des opérations de la Banque mondiale dans notre pays. Le processus de rapatriement volontaire des réfugiés maliens dans les pays voisins va se faire dans la sécurité et la dignité. Conviction du groupe de travail technique Mali HCR qui multiplie les rencontres et sessions de formation de ses membres. Bamako accueille une réunion pour l'élaboration et la validation des termes de référence et attribution des comités régionaux de suivi des accords. Jules Sambou-Sissoko. La rencontre des membres du groupe de travail technique doublé de formation sur les conditions idoines de rapatriement volontaire des réfugiés maliens dans les pays voisins témoigne de l'engagement et la détermination du gouvernement et ses partenaires dont le HCR à réussir ce processus, lequel doit se faire dans la sécurité, le respect du droit et la dignité. Gato Tochar, administrateur principal de protection au HCR. Les efforts soutenus du gouvernement malien et de ses partenaires dans le processus de consolidation d'un environnement de protection favorable et dans le processus d'amélioration de l'accès des rapatriés aux services sociaux de base en sont la preuve. L'OACR, de son côté, ne ménagera aucun effort pour soutenir le gouvernement malien dans son engagement à mettre en œuvre les accords tripartites
y compris à assurer un retour volontaire des réfugiés. Selon le département en charge de la solidarité et de l'action humanitaire des réfugiés et des déplacés, 182 107 Maliens sont réfugiés au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie. Tous souhaitent retourner au Bercail. Aliou Tamboura, chef de cabinet du ministre délégué chargé de la solidarité, de l'action humanitaire des réfugiés et des déplacés. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a été signé le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. Sa mise en œuvre se poursuit d'une part à travers le retour de l'administration dans les régions du Nord et une partie du centre, et d'autre part la libération de certaines localités, ce qui constitue un signal fort envoyé à la population dans le retour à la stabilité de ces régions. Ce cadre d'échange et de renforcement des capacités de 4 jours regroupe des experts et des représentants du HCR et de plusieurs ministères. Actualité hors de nos frontières, deuxième jour d'audition de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara. Il nie toute responsabilité dans le massacre de 2009. Moussa Dadis Camara est accusé aux côtés de 10 autres anciens responsables militaires ou gouvernementaux du meurtre de 156 personnes et du viol d'au moins 109 femmes par des militaires lors d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry en septembre 2009. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, embourbé dans un scandale depuis des mois, est suspendu ce mardi à la décision du Parlement d'ouvrir ou non une procédure en vue d'une possible destitution. Les parlementaires sont réunis en session extraordinaire depuis midi au Cap. Si plus de 50% d'entre eux jugent la sombre affaire de cambriolage qui le poursuit depuis juin suffisamment grave, une procédure sera lancée pour examiner l'affaire de plus près. Le Ghana a trouvé un accord avec le Fonds monétaire international sur un prêt de 3 milliards de dollars de renflouement. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le FMI à l'heure où le pays fait face à une grave crise économique déjà accablé par une forte dette. Le Ghana est confronté à une inflation historique de plus de 40% et à l'effondrement de sa monnaie, le cedi. Au Tchad, depuis 3 jours, plusieurs soldats, dont des officiers d'un corps d'élite, ont été arrêtés par la Direction générale des renseignements militaires, alors que toutes sortes de rumeurs courent sur les raisons de ces interpellations à N'Djamena, la capitale. Les médias tchadiens évoquent un complot ou encore des rumeurs de coup d'État, mais les officiels, eux, gardent le silence. Les présidents de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan se retrouvent ces 13 et 14 décembre en sommet tripartite au Turkménistan. Les dirigeants y parleront surtout des approvisionnements en gaz bousculés par la guerre de la Russie entre la Russie et l'Ukraine. La conférence des présidents de groupe du Parlement européen a décidé ce mardi à l'unanimité de mettre fin au mandat de vice-présidente d'Eva Kaili. C'est en raison de son implication dans le scandale de corruption qui secoue l'institution. L'annonce est faite par la présidente du Parlement, Roberta Metsola. La décision doit être entérinée par l'ensemble du Parlement dans la journée. Au Brésil, des partisans du président sortant Jair Bolsonaro ont tenté hier soir d'envahir le quartier général de la police fédérale à Brasilia. Ils exigeaient la libération d'un dirigeant autochtone accusé d'incitation à des violences antidémocratiques. Après la victoire de Luis Lula da Silva, il s'agit du premier fait majeur de violence post-électorale. Les partisans de Jair Bolsonaro s'étant contentés jusqu'ici de camper devant des casernes de l'armée en demandant son intervention. Pas de cessez-le-feu en Colombie où le premier round des négociations entre le gouvernement de Gustavo Petro et la guérilla de l'ELN a pris fin hier lundi à Caracas. Dans un communiqué conjoint, les négociateurs des deux parties ont fait le bilan de cette première étape et annoncé que les pourparlers se poursuivront au Mexique. L'actualité des sports dans quelques instants. Le journal des sports, c'est avec Siragatou Sissi qui m'a rejoint dans ce studio. Bonjour Siragatou. Bonjour Ibrahima Traoré. Coupe du Monde Qatar 2022, l'affiche de la première demi-finale Argentine-Croatie fait saliver. Ah oui, la terre va certainement trembler ce mardi à Doha au Qatar à 19h temps universel sur ORTM 1 et nulle part ailleurs.
L'affiche fait rêver Argentine-Croatie. Enjeu principal, une place en finale de Coupe du Monde. L'Argentine, menée par son capitaine et leader Lionel Messi, est-elle suffisamment armée pour faire face à la solidité défensive de la Croatie guidée par le maestro Luka Modric? La question reste posée. La pression monte dans les différents états-majors de l'Argentine et de la Croatie. Ce match est dirigé par l'Italien Daniele Orsato. Et demain, mercredi, à suivre le duel France-Maroc. Oui, ce match sera diffusé également en direct sur ORTM 1 à partir de 19h. C'est la première fois que ces deux équipes s'affrontent en Coupe du Monde. Et c'est la 6e fois que la France joue une équipe africaine. Parlant de ce duel France-Maroc, le défenseur français Raphaël Varane annonce les couleurs. Ici, le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. C'est une équipe qui défend très bien. Une grosse solidarité. Ils écrivent l'histoire du football marocain, donc c'est une force aussi collective qui se dégage offensivement, que ce soit sur des contre-attaques, sur des coups de pied arrêtés ou sur des actions individuelles. Il y a des joueurs de qualité. On s'attend à un match très difficile. C'est pas pour rien qu'on retrouve le Maroc à ce niveau-là de la compétition, donc voilà, on s'attend à beaucoup d'adversité. Son compère de la défense, Jules Koundé, avertit ses coéquipiers de tout complexe de supériorité. De connaître des joueurs en face, d'avoir partagé autant de moments, que ce soit avec Youssef ou avec Yacine, et spécialement, ça rend les choses particulières. Ça va être un beau moment pour tout le monde et on a bien l'intention d'aller se qualifier. Ils sont très compacts, ils ont des lignes très resserrées, ils laissent peu de temps aux porteurs de balles de s'organiser et surtout ils coulissent très vite, c'est-à-dire qu'ils amènent beaucoup de joueurs côté ballon, ce qui rend la tâche plus difficile puisqu'il faut jouer à peu de touches de balle avec une circulation rapide et essayer de les déséquilibrer en allant d'un côté à l'autre. Forfait avant le début de la Coupe du Monde, l'attaquant français Karim Benzema a adressé un message de soutien à ses partenaires à la veille de ce match face au Maroc. Alors, pour Vikash Dorasso, l'ancien international tricolore, le Maroc peut tirer son épingle du jeu. La leçon de France-Angleterre, c'est qu'on peut défendre sur Mbappé, il n'a quand même rien fait du tout. On a peu de variété dans notre jeu. À droite, il ne se passe pas grand-chose. La frappe, il y a très peu de buts en dehors de la zone de réparation et c'est une frappe de Tchouaméni militante. Donc le Maroc a beaucoup d'espoir. Les Lions de l'Atlas du Maroc ont reçu un soutien de taille. Ronaldo, le Brésilien, président du club espagnol Valladolid, dont un joueur marocain, Jawad El Yamik, est issu. Ronaldo sera heureux de voir le Maroc triompher demain face à la France. Et nous entendrons, je l'espère, les Marocains dans nos futures éditions avant ce duel France-Maroc. Avant de tirer le bilan, plusieurs sélectionneurs ont déjà quitté leur poste. Tout à fait, le dernier sélectionneur à faire ses valises est celui du Portugal, Fernando Santos. Auparavant, ses collègues de l'Espagne, Luis Enrique, de la Corée du Sud, Paulo Bento, du Brésil, Tish, du Ghana, Ado Otto, du Mexique, Gerardo Martino et de la Belgique, Roberto Martinez avaient déjà quitté leur poste suite à l'élimination de leur équipe. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, plein feu sur l'association pour les actions concrètes et citoyennes, ASCOCI, une association qui se bat au quotidien pour un changement de comportement des citoyens, l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'autonomisation des personnes en situation de handicap. L'association s'appuie essentiellement sur la formation civique pour atteindre ses objectifs. Chronique Initiative citoyenne, Ousmane Dao. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes, comme son nom l'indique, met au cœur de son programme les citoyens pour apporter un changement dans leur comportement de tous les jours avec des interventions sur le terrain et des formations. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. Nous avons distribué des masques, nous avons sensibilisé les populations, nous avons doté certains centres d'écoute de santé, certains hôpitaux. En plus de cela, nous avons réalisé des actions de dons de sang. Nous avons mené aussi des activités de formation. Après quelques années d'existence et grâce à ces interventions, ASCOCI bénéficie de l'appui et du soutien de la population dans ses zones d'intervention, à savoir Bamako, la commune rurale de Kalabankoro et certaines capitales régionales.
Les actions qui ont été posées lors de la période de coronavirus, lors de nos activités de formation, lors de nos activités de café citoyen, les citoyens ont été édifiés, par exemple, sur le processus de démocratie, sur le processus d'obtention des dossiers administratifs. Donc, les populations sont en train de comprendre petit à petit l'impact que l'association ASCOSI peut avoir sur leur développement. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes travaille également sur le levier de la connaissance, voire la maîtrise du droit et du devoir par un citoyen vis-à-vis de l'État. Qu'ils sachent d'abord qu'ils ont un contrat social, qu'ils ont un contrat de citoyenneté vis-à-vis de l'État du Mali, qu'ils doivent d'abord accomplir leurs devoirs. Nous attendons des citoyens qui changent de comportement. Vous voyez que le système est alarmant quand on s'amuse à jeter un regard sur la circulation, sur l'environnement scolaire, sur l'environnement universitaire, même sur la gestion des familles. Si on regarde la gouvernance familiale aujourd'hui, il y a des difficultés. Donc les citoyens doivent comprendre que tout projet de développement, ils doivent être au cœur. Et c'est pour eux. Chacun doit d'abord faire son devoir avant de réclamer son droit. Outre la formation du citoyen, elle a élargi son intervention dans le milieu scolaire avec un nouveau projet. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. C'est un projet qui vise les écoles publiques. C'est des cours d'accompagnement que nous allons faire uniquement pour les élèves de la 9e année. Ce programme contient un volet spécial aussi pour les enfants handicapés qui ont des difficultés à la fois motrices et à la fois autres aspects pour pouvoir accéder à la connaissance. C'est des enseignants qui seront pris en charge par l'association pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Dans l'attente d'un partenaire pour la réalisation de ce projet, ASCOSI reste convaincu que la maîtrise de ses obligations en termes de droits et devoirs est le premier pilier pour développer sa communauté, voire son État. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. 13h22, ainsi s'achève donc cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Alimata Ouattara, Sidi Koulibaly à la réalisation et à la coordination éditoriale, Ousmane Daou à la mise en ligne, à Sekou Traoré. Passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.